Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session qui est sur les standards d'évaluation d'efficacité de gestion. On va parler de deux standards qui sont appliqués en Méditerranée. Les ASPIM, donc les aires spécialement protégées d'intérêt méditerranéen, et le standard de la liste verte pour les aires protégées et conservées de l'UICN. On a deux panélistes aujourd'hui pour nous accompagner. Donc, Madame Souhé El Asmi du SPARAC, donc du centre, centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées, et Jean-François Sis du Comité français de l'UICN. Et le Comité français de l'UICN, il a bien accompagné plusieurs sites français qui ont eu le label de la liste verte, donc qui vont nous parler de ces expériences. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion ouverte, parce que je sais qu'il y a aussi quelques gestionnaires d'aires, soit ASPIM, soit liste verte dans la salle, donc on aimerait bien avoir une bonne discussion. On a aussi des évaluateurs de la liste verte du groupe Eagle. Bon, on va vous expliquer tout ça. Pour ceux qui se joignent en ligne, bonjour. Donc, vous nous avez accompagnés déjà hier, donc les règles du jeu vous sont bien claires. Si vous pouvez écrire votre nom en complet et surtout mutez votre micro quand vous ne parlez pas. Voilà, donc Madame Sabegalouz du SPARAC aussi va co-modérer avec moi pour la partie en ligne. Et voilà. Et je me présente, je suis Imen Melienne, je suis la vice-présidente de la Commission mondiale des aires protégées de l'UICN et je suis aussi membre du panel global sur la liste verte. Donc, sans plus tarder, Souhé, s'il te plaît, tu commences le bal. Bonjour à tous. Merci Imen. Est-ce qu'on pourrait lancer le diaporama de la présentation 1, s'il vous plaît? Non, c'est pas ça. Case study 1. J'enlève le masque. D'accord, mais je voudrais d'abord mes slides. OK, donc c'est bon. Hein? Bon. Bon, donc je vais vous parler de la liste des ASPIM de la Convention de Barcelone. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me dire si... Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de la liste des ASPIM de la Convention de Barcelone et comment cette liste pourrait aider à pousser ou à améliorer la gestion des aires marines et côtières protégées en Méditerranée. Je vais faire cette présentation en anglais. I will be speaking on behalf of myself and of my colleague Saba Gallouz. In SPARAC, I am dealing with the marine protected area issues. My colleague Saba Gallouz is dealing with the facilitating of the SPAMI network that we are trying to put in place since 2 or 3 years ago. So the SPAMI list was established in 2001 by the contracting parties to the Barcelona Convention. And the main objective is to promote cooperation. This is a key word for the SPAMI list in the management and conservation of protected areas and the conservation of species in the Mediterranean region. The SPAMI lists count today 39 SPAMIs, 38 national SPAMIs, and the Pelagos Sanctuary. These are
declared by 11 countries. The common criteria for the selection of SPAMIs or of areas for inclusion in the SPAMI list are included in the Annex 1 to the Protocol on Specially Protected Areas and Biological Diversity, that is a protocol to the Barcelona Convention. And it has a set of criteria. The first set of criteria is related to the SPAMI list in general. So the SPAMI list has as a basic objective the conservation of natural heritage. However, SPAMIs could have other aims like conserving cultural heritage, having aims for scientific research, education, participation, collaboration. These are criteria that are highly desirable to be included in the SPAMI list. On the other hand, there is no limit on the total number of areas to be included in the SPAMI list, and on the number of areas to be declared by a single country or contracting party. Also, the SPAMI list ambitions to be representative of the geographical distribution of the Mediterranean region and of its biodiversity. As you could have seen on the map, this is not yet there, where it's not really representative of the whole basin. The SPAMI also should constitute the core of a network aiming to effective conservation of the Mediterranean through bilateral and multilateral cooperation. And this is what we are trying to do with my colleague Saba during those last years. SPAMIs are intended to have a value of example and model for the protection of natural heritage in the Mediterranean. Now we come to the criteria that are related to single SPAMIs, every area that could be included on the list. So generally, there should be areas of importance for the conservation of biodiversity or components of biodiversity in the Mediterranean. They should contain ecosystems specific to the Mediterranean and habitats of endangered species. These are protected areas of Mediterranean importance. These areas should also have a special interest of scientific, aesthetic, cultural, or educational nature. The regional value also is a core issue, and it could be based on several criteria like uniqueness, representativeness, diversity, presence of habitats that are critical to endangered species, cultural aspect, etc. These are the fundamental criteria. Other favorable criteria that could enhance your chance to be included on this SPAMI list. So the existing of threats that are likely to impair the ecological, biological, or cultural value of the area is something in favor of helping you getting into this SPAMI list. Involvement and active participation of the public and of the local communities is also something desirable to be in the list. And then more serious things like the existing of body representing the public, professional sectors, scientific community, to involve them in the management of the area is also important. Also, the existing of opportunities for sustainable development is an unfavorable criteria. And finally, to be integrated into a wider ICZM plan in your region. Now we come back to criteria that without which you cannot be included in the SPAMI list. So an area should have a legal status guaranteeing its long-term protection. This is an important thing. So all the SPAMIs are not declared
SPAMIs from scratch. They should first have a legal status at their in their domestic law or an agreement like the Pelagos Agreement between 3 neighboring countries, binding them to be a SPAMI after. Then criteria related to protection, planning, and management measures. So a SPAMI should have conservation objectives very well defined in the text relating to the creation of the site. It should have adequate protection, planning, and management measures applicable to the area. It should have clearly defined competence and responsibility with regard to administration and implementation of conservation measures in the area. It should have a management body empowered with sufficient powers, as well as means and human resources. It should have a management plan. For this point of management plan, the protocol allows 3 years to a SPAMI to be included in the list without having a management plan first place, but they have 3 years after their inclusion to come up with a management plan. And finally, also a monitoring program. Yes, so like every international listing, we have also a system to review and monitor periodically these SPAMIs. So every 6 years, from the year of their inclusion in the list, the SPAMIs undergo an ordinary review. This ordinary review is carried out by a mixed national plus independent members. It's called the TAC, the TAC, the Technical Advisory Commission. It's formed by the manager of the SPAMI and or the national focal point of SPARAC of this country, by a biology expert that knows the area, a national expert, and 2 independent experts that are commissioned by SPARAC to go on site and to have this evaluation. So we have also a format that has been adopted back in 2008 and has been reviewed lately in 2019. It goes through a self-evaluation by the manager first, then comes the task of the commission, including the international experts, to go through this and see the backing documentation, etc., and to go on site and visit the area to see if everything is fine. So in case of a negative evaluation, what happened? These SPAMIs are included in a period of provisional nature. It's a kind of gray zone. They remain there for a period of 6 years maximum. And during these 6 years, the area tries to address the problems for which it has been included in this provisional period. And at the end of the 6th year, the area says, we are ready, please send us an extraordinary review. So we commission an extraordinary review to see if everything is fine again. If it's fine, they are integrated in the ordinary evaluation. So they are on the list again, on the white list. If not, then it never happened till now, but there is a withdrawal of this area from the list. And as a compensation, the country that has lost an area from the list could propose instead another area. I mean, this never happened. This is theoretical till now. But in this moment, we have 6 areas, not 5, sorry, from Lebanon and Tunisia that are on this gray zone, and they should prove
their embetterment before 2025. So this is finally, during these ordinary evaluations that happened since 2010-11, the feedback from the managers and evaluators said that we are not really functioning as a network, we are not communicating, we are not collaborating as SPAMIs. So SPARAC, please help us to have this. And for this reason, we have developed this SPAMI twinning program that Saba is managing at SPARAC. And we had the support of many donors, including the Italian Ministry of Environment and the European Union and MAVA, to have this twinning among SPAMIs from the north and south, east and west. And it's quite a good and nice experience. We had also developed a SPAMI collaborative platform. It includes the name of the managers, some news on the sites, news from the SPAMI twinning program. And we will be trying next year to have a better management and visibility of this platform. A last thing, we have, like, the parties next week will agree on setting up a celebration in the Mediterranean region that is called the SPAMI Day. It will be the 15th of April. Please note this on your agendas. The 15th of April every year will have a celebration of SPAMIs. And this is a way to promote also not really SPAMIs, but all issues related to marine and coastal protected areas management in the Mediterranean through this SPAMI network. Thank you, Eth. Sorry for having been long. Thank you very much. Thank you, Suhair. That was very interesting to know about all the new developments under the SPAMI, and particularly the twinning program. Jean-François, can you follow up with the green list so that we can... Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, il faut pointer... Magnifique. Je vais vous parler de la liste verte des aires protégées et conservées, donc présenter les objectifs, les standards et le processus de candidature. Pour rappel, la liste verte UICN des aires protégées et conservées a été lancée en 2014 après le Congrès mondial des parcs dans un objectif général d'améliorer la qualité de la gestion et de la gouvernance des aires protégées du monde entier pour enfin parvenir à des succès de la conservation. En Méditerranée, donc la liste verte est supportée par les bureaux régionaux de l'UICN, donc l'UICN Méditerranée, l'UICN Europe, mais aussi donc à travers les pays. Je reviendrai sur... Ah, c'est pas la bonne, c'est pas grave. Donc à travers les pays, notamment la France, l'Italie et l'Espagne, qui ont mis en place 21 sites liste verte sur les 60 qui sont actuellement green listed. Et la liste verte a aussi été reconnue dans le cadre de la Convention de Barcelone à travers le plan de développement durable. C'est un événement assez important pour nous. Donc voilà, je vais vous présenter les objectifs, les standards et les procédures de création et de voir un petit peu ensuite pour discuter ensemble des synergies possibles entre les deux processus. Donc l'objectif général de la liste verte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'améliorer la conservation, d'améliorer la qualité de la gestion et de la gouvernance de l'ensemble des aires protégées du monde. Ça vise tous les statuts, toutes les aires protégées dans le monde entier, pour parvenir enfin à un succès de la conservation. Il y a aussi d'autres objectifs que vise la liste verte, c'est de connecter les communautés de la conservation entre elles, que ce soit à une échelle locale ou une échelle globale, et puis ensuite de faciliter bien sûr la collaboration entre les gestionnaires. Donc la liste verte repose sur 4 components en anglais, 4 piliers. Le premier est la bonne gouvernance, donc avec notamment le fait de devoir inclure les parties prenantes dans les systèmes de décision de l'aire protégée.
Le deuxième est la planification. C'est-à-dire que l'aire protégée doit bénéficier d'une planification robuste, d'une identification des valeurs naturelles et culturelles. C'est important aussi de savoir que la liste verte concerne aussi les valeurs culturelles tout aussi bien que les valeurs naturelles, ainsi que les services écosystémiques. Et puis le troisième le troisième pilier, c'est la gestion efficace. Donc, il doit y avoir un système de suivi de l'état de ces valeurs naturelles et culturelles. Et ces trois piliers-là, ensemble, garantissent l'atteinte de ce quatrième pilier, qui est les conservation outcomes, les succès de la conservation. Donc, ces quatre components, ces quatre piliers sont répartis en plusieurs critères, en 17 critères, en 50 indicateurs. Je ne vais pas faire le tour des 50 indicateurs là aujourd'hui, mais donc vous voyez un petit peu dans l'ordre de chaque pilier, la répartition des critères et des indicateurs. Je crois que j'avais mis un exemple, mais c'est pas grave. Dans le pilier 1, par exemple, on va avoir des notions de transparence de systèmes de gouvernance, c'est-à-dire que les informations doivent être parfaitement disponibles à l'ensemble de la population. Les stakeholders, les parties prenantes doivent être impliquées dans les systèmes de décision à travers un comité de gestion, un conseil consultatif ou autre. Et donc voilà, sur chacun de ces critères-là, il y a des indicateurs qu'il faut remplir. Maintenant, sur la procédure de candidature à la liste verte, il y a trois phases principales. Une première qu'on appelle l'application phase, la phase d'application, qui consiste essentiellement à d'abord remplir 5 premiers indicateurs, qui sont d'ailleurs assez proches de ceux des premiers indicateurs de SPAMIS, qui est tout simplement de savoir si le site correspond bien à la définition d'une aire protégée, savoir s'il y a un plan de gestion, savoir s'il y a une structure de gouvernance qui est établie, savoir s'il y a un numéro UICN WDPA. Ensuite, entre chacune de ces phases, il y a le rôle d'un groupe qui est important, qu'on appelle Legal, qui est le groupe, le Expert Group Assessment for Green List, qui est donc qui est présent dans chaque pays, qui va aider le manager, aider le site à parvenir à chacune de ces phases-là. Et donc sur cette première phase-là, Legal donne un petit peu son avis pour parvenir à la deuxième phase, qui est la phase de candidature proprement dite, dans laquelle il va falloir remplir et renseigner chacun des 50 indicateurs. Une autre personne est très importante dans cette phase de candidature, c'est le mentor, le rapporteur en français on dit, qui va vraiment aider le gestionnaire à remplir ces 50 indicateurs, qui va aider le gestionnaire et qui va aussi conduire une visite sur le site qui est demandée par le processus, par le standard le processus et le standard de la liste verte. Il y a aussi une consultation formelle des parties prenantes, à la fois pendant la visite de site, mais aussi pendant tout le processus. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un accès au dossier de candidature de la liste verte. Et puis, enfin, une fois que ces 50 indicateurs sont renseignés, que Legal, donc le groupe de référence national, a donné son avis, il y a finalement un reviewer qui est désigné par le comité international UICN de la liste verte, qui va évaluer le dossier terminal. Et puis ensuite, on arrive à la dernière phase, qui est la phase de la liste verte proprement dite, la Green List Phase, où le site est ou non validé, labellisé liste verte, puisque donc on voit bien que la liste verte, c'est à la fois une méthodologie internationale avec des critères, des indicateurs, mais aussi un label. Et une fois, donc cette période, c'est sur une période de 5 ans. À la fin de cette période de 5 ans, il y a une période de renewal review, de réévaluation pour reparvenir à l'obtention du label liste verte. Donc on voit bien sur cette marge de temps là, un maximum de 5 ans à partir du moment où le site s'inscrit en tant que candidat à la liste verte, il y a 5 ans pour démontrer la réponse aux 50 indicateurs. Je vais passer là-dessus. C'est un outil qu'on utilise pour évaluer le site de façon très lisible. C'est-à-dire qu'on voit une colonne avec les major values details, donc toutes les valeurs naturelles, culturelles, quels systèmes de suivi sont mis en place, où sont les seuils. Je passe là-dessus, mais c'est un outil très intéressant de la liste verte qui permet d'avoir une vision en fait assez instantanée et à un instant T de la gestion et de la gouvernance de l'aire protégée. Là, j'ai simplement proposé quelques pistes pour des synergies entre les deux processus. Donc, à la fois sur les standards, donc on voit évidemment qu'il faut avoir que les deux
les deux outils internationaux recommandent d'avoir une structure de gouvernance établie, qu'il doit y avoir un plan de gestion, que l'équipe de gestion doit être suffisante avec des moyens techniques, financiers suffisants aussi. Et puis ensuite, il y a l'ensemble des indicateurs qui correspondent à ces standards SPAMIS. Donc, il peut y avoir un travail intéressant à faire là-dessus. Puis ensuite, sur la procédure, il y a évidemment des correspondances dans le temps. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a vu tout à l'heure que la révision périodique des sites SPAMIS, elle peut se faire sur 6 ans. Là, on voit que sur la liste verte, pour le moment, c'est 5 ans. Donc, il y a aussi, je pense, des synergies possibles à imaginer entre les deux mécanismes. Je crois que j'en ai fini, en fait. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Et en fait, la table que tu avais passée, la Nico Table, l'un des points que j'aimerais rajouter, c'est les seuils. Parce que ce qu'on voit quand les applications viennent pour être évaluées par le comité liste verte, c'est que pas mal de gestionnaires ou d'aires protégées, en fait, ils ne pensent pas à la gestion en mode de seuil. Est-ce que vous avez bien identifié vos valeurs de biodiversité que vous voulez conserver? Est-ce que vous avez un seuil limite qui vous permet de déclencher une action de gestion si ce seuil est atteint pour maintenir cette valeur? Et c'est vraiment c'est la table sur laquelle on donne beaucoup d'importance dans le comité de la liste verte, et c'est le point qui vraiment, on voit globalement, manque un peu. Donc, en fait, pour moi, regardant un peu les deux présentations, il y a pas mal de similarités, Jean-François les a décrites un peu, mais il y a un point qui est important à mon avis, c'est que la liste verte, on focalise beaucoup plus sur le résultat de la conservation. C'est-à-dire qu'on évalue les processus, on évalue les outils, enfin si l'air a un plan de gestion et tout, mais on évalue aussi si l'air produit les résultats de conservation qu'il devrait produire. Et ça, c'est un peu la différence, et ça a été le point de départ de la liste verte. C'est qu'on dit, d'ailleurs, vous êtes candidat pour l'effort, vous êtes liste verte pour le résultat. Donc, voilà un petit ajout pour lancer un peu la discussion. Je sais qu'il y a normalement, on aurait dû avoir dans la salle des gestionnaires de parcs qui ont eu les 2 labels. Je ne sais pas s'ils sont là. Parfait. Donc, on aimerait bien avoir vos avis, surtout que vous avez fait les 2 expériences pour nous donner quelques retours. On a aussi des pays qui ont géré les 2 processus et qui pourraient parler. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. J'aimerais bien vous passer la parole pour lancer la discussion. Parce qu'on aimerait bien focaliser sur les synergies possibles. Oui, mais bonjour, Alisa Angelini du Parc marin de la Côte Bleue en France. Moi, je ne suis pas à la direction du parc depuis très longtemps, hein, ça fait que depuis le mois de juin de cette année, mais je vais être porte-parole du parc marin. On a les deux dispositifs en place, donc liste verte et ASPIM. Donc tout d'abord ASPIM. Faut savoir que nous, le fait d'être devenu ASPIM, ça nous a permis d'être une aire marine protégée officielle. Donc ça, c'est déjà un gros plus pour nous. Sans ça, on n'était pas reconnu au niveau national comme une aire marine protégée. Donc ça, c'était vraiment pour nous un gros plus. Sur les synergies, on avait un peu fait le travail que Jean-François a fait là avant, avant de venir ici, et on se retrouve sur les mêmes résultats. C'est vrai qu'il y a tout à fait un socle commun qui pourrait être fait entre les deux. Mais sur les mêmes, voilà, c'était à peu près les mêmes critères, même sur la période de révision. Un gros point, nous, qui est important, c'est l'accompagnement pour rentrer, que ce soit ASPIM ou liste verte. Nous, sans l'accompagnement qu'on a eu, on n'aurait pas pu rentrer parce que c'était vraiment un accompagnement main dans la main avec une personne du dispositif. Et ça, c'était vraiment un plus parce que c'est très chronophage. Ça demande un travail de synthèse très important pour le gestionnaire. Ça demande d'avoir un recul qu'il n'a pas sur son travail. Et
Mais à la fois, c'est un travail qui est chronophage, mais qui est très, très important et qui, nous, ça nous a apporté beaucoup. Et on nous a souvent dit, oui, il faut prendre quelqu'un, il faut externaliser, il faut prendre soit un stagiaire, soit un contrat temporaire pour travailler sur ça. Mais nous, c'est vrai que le plus, ça a été que c'était quelqu'un qui était là depuis longtemps dans le parc, qui a pu faire ce travail, parce que ça demande de tout connaître, d'avoir une vision, de pouvoir prendre du recul. Donc, ça vaut le coup de détacher un peu une personne de son travail quotidien pour qu'il fasse ça. Ça, c'est important. Et sur la révision, c'est vrai que ce serait... Nous, la révision qu'on a eue sur l'ASPIM a été très, très intéressante. Ça a été une révision qui a été faite avec des experts. C'était très constructif. Il y avait vraiment des échanges. On va avoir la révision sur la liste verte qui va arriver, où là, c'est beaucoup plus flou. Et enfin, c'est un message, mais on se sent un peu plus perdu sur cette révision-là. Et on a l'impression que le challenge est beaucoup plus important. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail sur les révisions peut-être à harmoniser aussi. Enfin, pas tout, hein, mais un socle commun, une façon de faire qui pourrait être un peu similaire. Et ensuite, le côté liste verte, nous, ça nous a apporté beaucoup au niveau de la notoriété, pour montrer aussi le travail qui est fait au niveau local. Les élus se sont beaucoup plus emparés du label liste verte que du label ASPIM. Ça a été vraiment un gros plus au niveau de notre territoire. Et par exemple, c'est une anecdote, mais sur l'ASPIM, il n'y a pas de logo indépendant. Et du coup, c'est vrai que les élus, ils ont du mal à comprendre ce que c'est, les élus ou les acteurs du territoire, les parties prenantes, alors que la liste verte, ils ont vraiment Bon, en plus, il y a le fait que c'est pas la même importance au niveau géographique, donc c'est vrai que c'est différent. Mais en tout cas, voilà. Après, si vous avez d'autres questions plus précises, voilà, c'est ça. Mais déjà, je pense que j'ai un peu fait un tour. Okay. Merci pour ce premier témoignage. Je vais peut-être regarder la salle virtuelle parce qu'apparemment, on a plus de participants en virtuel qu'en présentiel. Mais je passe un peu à la salle virtuelle et je note si vous avez des commentaires ou non. OK. Mar et puis on... Thank you. Thank you very much for the two presentations. I like it to see both together. And as a forum, I think we can be a bit more open in the discussion, okay? I think today we know that the SPAMI, we have a very wide range of sites. Some of them that don't have the basics, just only have a management plan and don't have anything further input there. So these sites, they need to go up very high. They're not in the reprovisional project procedure yet because they have not entered there. So we need to be clear, maybe in the reframe on how we can put the SPAMIs as the best examples and trying to conduct the SPAMIs towards a green list, as to say. So maybe a reflection we have to put on there. I remind also that, I don't know how much value that has, but under the Barcelona Convention, the green list already was placed as a flagship project or initiative that can help the Barcelona Convention to move on. So I think we need to take that momentum to see the synergies and how the elements that are better placed outside the procedures, the formal procedures within the countries, but to help the management itself to move on onto that standard. And I think that is where we have to be a little bit more stronger, perhaps, on the SPAMI list, in my opinion, of where we are standing now. For what I see in the possibilities of the green list is that the green list also have a regional perspective and a country perspective. So the criteria maybe are different. While the SPAMI list put the levels a bit more standard for all the countries. So the cultural aspects, the procedures are also, and the standards are very different maybe for some North African countries that for some other ones. So in that way, maybe we can balance in a different way, different regions. So I would like to have the opinion from both of you, how you see these synergies to come together. Is that possible?
What is your feedback, especially for those spammy sites also that are now in the provisional period as well that we have? Thank you very much. Thank you, Mar. I'll give it back to you, Suhan, Jean-François, if you want to have a first reaction. Yes, thank you, Mar. Peut-être je vais commencer par réagir à notre ami de la Côte Bleue. Bon, j'étais contente de savoir que le processus ASPIM ou l'inscription sur la liste des ASPIM vous a aidé à avoir un vrai statut au niveau national. Je ne le savais pas et ça nous fait très plaisir parce que je voyais la Côte Bleue d'un très grand œil avant votre inclusion sur la liste. Merci aussi pour le retour par rapport à l'évaluation. Nous essayons de nous améliorer d'année en année sur les évaluations et la façon dont c'est conduit. Pour la question du logo, on y pense depuis une dizaine d'années. Voilà ma collègue de la communication du SPARAC en face de moi. Je lui demanderai de mettre ça sur la priorité. En plus, ce projet de communication sur les ASPIM va être aussi fait aussi dans le cadre de la Spam Idée, etc. Et le logo ASPIM, on y pense depuis longtemps et tous les gestionnaires qu'on va voir demanderaient à avoir ce logo, cette identification visuelle intégrée sur leur charte, etc. Donc, merci beaucoup de l'avoir mentionné. Then the question from Mar on how to synergize or to use the green list criteria to get better standards for spammies. I wanted to remind something that I forgot to mention during my presentation. It's true that the ordinary review process and the form that has been developed in 2008, the first one was quite, I don't know, vague. It hasn't really threshold and standards to be put on the provisional list or whatever. It was quite vague, and with this old form, all the spammies pass. They get their green light to remain spammy, even if they don't have real standards. I have also to say that at the beginning in 2001, there has been a rush from many countries, like a competition, to be on the spammy list. And to be frank, also from northern countries, contracting parties, and they were happy to be spammy and to establish the spammy list quickly. And they had this period of 3 years to get a real management plan, etc. As I said also in the beginning of my presentation, the main objective of spammy is to promote cooperation among the Mediterranean basin. We know that it's not a homogeneous basin. I mean, it's not the same conditions everywhere. And the spammy was a way to promote cooperation, including bilateral cooperation and multilateral cooperation. So spammies are also more on the process and on cooperation and how to progress on having good management, good monitoring, management plan, etc., more than on the results, which is very clear on the green list. But now, a second phase of the spammy era has started since a few years, 2 or 3 years. And now the criteria for evaluation are more tough, and we have thresholds. If you don't have, 60 over 90 points of score, you are not admitted. And they are questions. If you say, no, I don't have a management plan, or I don't have staff, or I don't have a management body or something, you are out. You are on the gray list. And that's what's happened in 2019. So yes, we are progressing, and I think that will not be long with the green list criteria. Maybe
I didn't have time, to be frank, to look at all the criteria and to compare, but maybe we should do this exercise even at SPARAC to see what precise things could help to define the spammy thing. Because the spammy thing is built on the protocol, which is quite a general document, legal document, not so precise. So I hope this satisfies you, Mar. Can I have Jean-François complete and then we go to the online because the question was asked for both? Merci. Je voudrais remercier le parc marin de la Côte Bleue. Effectivement, on avait beaucoup travaillé à l'époque de la candidature sur le site avec Frédéric, avec Eric. C'était un travail très intéressant. On était au départ sur un moment aussi un peu clé de la liste verte où le processus n'était pas encore totalement robuste. Il y avait des choses qui bougeaient, des indicateurs qui bougeaient, une adaptation aussi à l'échelle des pays parce que c'est un modèle global, un modèle international, mais c'est aussi un modèle qui est adaptable nationalement. Ça, c'est important. Et on était dans ce moment-là où les choses bougeaient. Ce n'était pas toujours évident, mais ce qui avait été très agréable aussi de voir, c'était que vous étiez, à un moment où vous révisiez votre plan de gestion. Et en fait, il y avait une vraie utilité aussi de la liste verte là-dedans pour ce travail-là de remise à plat du plan de gestion. Après, sur les aspects de synergie, de collaboration possible entre Spamis et la liste verte, on l'a dit tout à l'heure, hein, la collaboration, c'est un des objectifs de Spamis, c'est un des objectifs de la liste verte. À ce titre-là, nous, on pense il y a un réseau francophone qui est en train de se mettre en place, donc à l'initiative de l'UICN International. L'objectif, c'est de faire parler, faciliter la collaboration entre les gestionnaires. Je me dis qu'on peut très bien imaginer une collaboration entre des sites qui sont double listés, liste verte et Spamis, pour pouvoir avoir leur appui, leur expérience, pour porter un autre site sur une double candidature. On pense à des espaces en Méditerranée ça serait super de pouvoir imaginer une candidature, peu importe qu'elle aille à la fin ou pas. C'est la liste verte, on a 5 ans pour parvenir ce n'est pas le label qui est important, c'est le processus. Si on a un espace comme Pelagos, par exemple, qui rentre dans une candidature, voilà, il y a 5 ans pour parvenir à l'obtention de ces 50 indicateurs, avec une aide de l'UICN, avec une aide d'autres gestionnaires qui font partie du réseau. Donc, je pense que ce travail-là, il est très important et je pense qu'il peut être que bénéfique. Ouais. Souhait, pardon, je vous confonds toujours tous les deux, mais quand vous êtes assis ensemble, alors c'est pire. Sabé, il y a des retours en ligne. Merci. Ça marche? Il marche le micro bleu, sinon tu prends le rouge. Ah bah voilà, maintenant il marche. Merci. Il y a des retours en ligne, en effet. Monsieur Paolo Roggieri voudrait intervenir. On va lui donner la parole du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Monsieur Paolo? Il voudrait intervenir. Voilà. Merci. Il dira lui-même ce qu'il veut ajouter. Merci. Oui, bonjour tout le monde et merci pour me donner la parole. En fait, je souhaiterais partager avec vous une expérience qu'on est en train de développer déjà depuis plusieurs années avec les pays ACP et tout particulièrement en Afrique, même si on a eu aussi des expériences en Amérique latine et au Maroc, liées au développement d'un outil d'évaluation d'efficacité de gestion qui s'appelle IMET, Integrated Management Effectiveness Tool, qui est en fait un outil qui est né comme outil d'évaluation d'efficacité de gestion, mais qui va beaucoup plus loin parce qu'il fait le lien avec la planification et facilite les gestionnaires des aires protégées et les gestionnaires au niveau central des différents pays à avoir une vision, une approche beaucoup plus orientée aux résultats. Donc, nous avons développé cet outil qui n'est pas quelque chose de nouveau parce qu'il intègre les différents outils existants et indicateurs existants, notamment ceux du MET, Management Effectiveness Tracking Tool, mais beaucoup d'autres aussi.
Et avec ce travail qui est supporté par une base de données, nous faisons des évaluations qui sont facilitées par des coachs. Donc, c'est un profil qui est tout à fait similaire à celui des mentors pour la Green List. Donc, c'est des évaluations, des auto-évaluations de la part du staff des aires protégées facilitées par des coachs qui permettent d'avoir une vision d'ensemble sur comment performe l'aire protégée. Notamment, il y a une évaluation très approfondie du contexte de gestion et après, une évaluation des différentes étapes du cycle de gestion des aires protégées qui permet d'avoir une vision d'ensemble. Nous travaillons en étroite collaboration aussi avec l'équipe UICN Green List, donc notamment James Hardcastle et Thierry Lefebvre. Il y a même une matrice d'équivalence entre les résultats IMET et l'engagement dans le processus Green List. Et IMET est un outil qui est particulièrement indiqué aussi pour des aires protégées marines, tout en sachant qu'il n'existe pas une version MET, donc le Management Effectiveness Tracking Tool spécifique pour les AP marines. Nous avons proposé à des aires protégées de tester IMET pour des aires protégées marines dans leur environnement. Et dans un cas notamment au Kenya, l'aire de Kizit Mpunguti a permis à l'aire protégée d'accéder directement au processus Green List. Par le simple fait d'avoir réalisé cette évaluation IMET, qui est une évaluation qui est quand même très approfondie et qui dure, disons, 2 jours et demi à 3 jours, l'aire protégée a pu s'engager déjà dans le processus Green List et obtenir un score de, je crois que le seuil, c'est 60 pour pouvoir rentrer dans le processus et 80 pour être labellisé. Alors, ils ont obtenu un score de 70 à peu près. Mais surtout, l'évaluation IMED leur a permis aussi déjà d'identifier, de tracer les actions à faire pour pouvoir être labellisés. Donc, nous souhaitions partager cette information. Nous sommes et serons tout à fait disponibles à échanger pour vous donner plus d'informations sur l'outil. Je vais partager dans le chat le lien avec l'outil lui-même, c'est possible de le décharger et nous sommes à disposition pour vous former. Je suis dans cette session aussi avec ma collègue Maria Grazia Graziano, qui est sicilienne d'ailleurs, et expert en air marine, en biologie marine et en air marine protégée. Donc, c'est elle qui est en train de suivre la marinisation, passez-moi le terme, d'IMET pour qu'il soit encore plus répondant aux besoins des AP marines. Et voilà, donc nous sommes tout à fait à disposition. Et je tenais à souligner que l'équipe UICN de Green List a identifié IMET comme l'outil le plus, ou certainement parmi les mieux indiqués pour permettre aux aires protégées de s'engager dans le processus Green List. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Paolo. Et une discussion dans le chat sur le mentor. Donc, nos amis Tawfiq Waga et Milena Tempesta qui ont discuté entre eux. Si Tawfiq a posé le problème du mentor, de comment l'identifier et comment le désigner. Je pense qu'il parle de la Green List plutôt. Milena lui répond que justement c'est pendant la désignation, c'est pendant les candidatures du parc et qu'ils peuvent être choisis par quelqu'un d'interne ou un expert externe selon le manuel. Je ne sais pas si vous avez d'autres…
il vient d'arriver aussi une réponse de la part de Laure. Je pourrais Sur ça. répondre Vas-y, pour Inès. tous, parce que c'est vrai que le mentor, c'est un peu l'esprit de votre twinning. C'est une personne qui va accompagner l'aire protégée candidate à la Green List pour l'aider à comprendre l'évaluation, à remplir l'évaluation. Mais plus important, parce qu'il y a un aspect qu'on n'avait pas rentré en détail, c'est que si I'm going to switch to English, it's easier, sorry. If you don't meet all the criteria and don't have all the indicators, you cannot have the label of the green list. And I think in both processes, one of the important things is getting the label and evaluating your management effectiveness. And I think it's important for us to separate between both. So if you don't meet all the criteria, what happens in the green list is that you need to do an action plan of what actions are you going to take to actually upgrade your management to the level of the green list. And so the mentor is particularly helpful to help you identify what action needs to be done, how can you tweak your management plan, improve it, monitoring plan, identify thresholds, and all of these steps. The challenge that we had in getting mentors in the Mediterranean, a mentor needs to be very familiar with the green list process and the indicators to be able to help other people. You can't pick anyone on marine protected areas that hasn't been in the system. And there are very few people, because there are very few green listed sites, terrestrial or marine. The other challenge that we have, particularly for the Southern Mediterranean, is the language. It's easy for us to bring mentors from other regions, from South America, from Australia, from Canada, but for particularly North Africa, it's been very challenging because we need Francophone countries. And so this is why with the French committee, we started developing this Francophone network that enables these connections in languages are important. So I hope C'est ce qu'a dit Laure Dubert, justement, que le réseau francophone de la liste verte est maintenant créé et que la possibilité de mettre à disposition des mentors pour d'autres pays est en train d'être étudiée. Juste pour revenir... Paolo Ruggeri et Maria Graziano ont envoyé un lien sur le chat sur l'outil IMET et sont à disposition pour donner plus d'informations. Voilà. OK, parfait. Mais je pense que Paolo... I will switch to English because I'm going to be stuck with one word. He has raised an important issue that I think would be interesting for us to discuss. There is a number of tools to help managers in countries evaluate management effectiveness. But there is the green list, there is the SPAMI and SPA criteria that hopefully will be adopted, which I think are important because the SPAMI, you need to have an indicator of importance, of Mediterranean importance, but if you're a protected area and need to be effective, well, then there's also the SPA criteria that go into a number of measures that you need to have. And I think that's also a very important tool. And then there is the MET, and then there is the IMET and others, how's your MPA doing, and the scorecards of WWF. And I think managers kind of get lost. I think within the Mediterranean, there is an opportunity to say, that each tool is designed for a purpose. Like the green list is, we call it like the Oscar. You know, you get the green list and you're at the highest standard. But sometimes you don't need to be at the highest standards. You need to be okay and, you know, get your bachelor degree. And I think we need to have some thinking as to some harmonization, how we can help countries. I wouldn't say necessarily merge these tools, but kind of
say, and this is something we're thinking about in the green list, you have the standard 17 criteria are important, but the 50 indicators, if you meet them, you're at the high top. But are there certain indicators that if you meet them, then you're okay? And then we have we have a bien, très bien, excellent. Voilà, le green list, c'est excellent. Et est-ce qu'on peut aller dans ça? Oui, il y a encore un commentaire intéressant. I will switch to English by Francesco Da Franco, that is from Torre Guaceto, Spami, from Italy, who says that as Spamis, we need to have more occasions to speak and dialogue among Spamis and to confront between Spamis. And now he said we must try to enhance experiences such as Spami and Green List at a regional national level in order to have funding mechanisms. So regarding Spami's contact and talks, we should in 2022 have more exchanges between Spamis. As Suha said in the presentation, we will have the Spami Day gathering to celebrate, but to exchange also. And we will develop this forum, online forum on the Spami Collaborative platform to exchange between Spami managers. So it's really great that Spami managers express this need now. We should do it next year. Okay. And about Green List. I think let the chat, if there are some questions or people that want to intervene, we'll give them the floor. I'm also mindful of the time, and I'm also mindful that Charles is sitting there, and I would like to. That's it. That's Yeah, it. yeah. I think it is. The time is. I'd like to keep the last 15 minutes so that we can think about the recommendations and some actions that may or may not go in the roadmap. But they're not. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai eu la possibilité de suivre côté Spami la démarrée des activités et de la rectification des aires pour l'Italie du début. Et moi, je suis aussi dans le comité IUCN. Et je participais cette année aussi à l'évaluation des sites. J'étais rapporteur pour un site pour l'archipel Toscan qui est aussi marin. J'ai eu la possibilité d'expérimenter les différentes approches et par les différentes choses dont on a parlé ce matin. Je crois que c'est vraiment important pour les Spamis, car je crois que un des objectifs originaux pour les Spamis, c'est identifier et protéger les zones plus importantes de la biodiversité en Méditerranée. Et pour cette raison, tout de suite, on a cherché de pousser sur les pays de façon qu'ils puissent démarrer les choses de façon efficace. C'est aussi vrai que dans le cadre de la Convention de Barcelone, on a les Specially Protected Areas, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est vraiment important de pousser sur ce sujet de façon ensuite que chaque pays puisse avoir une série d'aires marines protégées qui puissent bien marcher, entre lesquelles choisir les Spamis car de relevance pour toute la Méditerranée. Dans ce cadre, je crois qu'à niveau de Convention de Barcelone, on est en train d'améliorer beaucoup les choses, soit avec la définition concrète des SPA, qui au début a été un petit peu lassée, et avec l'amélioration aussi des standards, aussi l'évaluation des SPAMIS. L'approche Green List, je crois que c'est vraiment très important
mais surtout car, comme a dit Imen, il sert pour identifier les meilleurs du point de vue gestionnaire air marine protégée, et c'est le 100%. Mais l'objectif, je crois, Commission de Barcelone, c'est de protéger la Méditerranée et protéger les sites les meilleurs. De ce point de vue, je crois qu'on est en train, avec la Commission de Barcelone, je crois que l'IUCN, l'approche IUCN Green List, c'est peut-être le bout final. Mais c'est aussi vrai que je le vois avec l'application nationale de ce type d'approche. Je vois qu'il y a aussi, si on a un système d'air marine protégé qui marche bien, on a des problèmes pour avoir la possibilité d'être efficace avec la Green List par rapport à toute une série d'aspects liés aussi à la participation, des processus de participation des parts prenants à l'intérieur de la gestion de l'air marine protégé. Et ça, c'est un aspect vraiment très important à la fin pour obtenir une réelle gestion efficace. Mais c'est aussi vrai que c'est, on peut dire la cerise sur le gâteau. Et de ce point de vue, je crois qu'on est dans un bon processus et c'est important. Oui, ensuite, c'est vraiment aussi important de avoir la possibilité avec les SPAMI de démarrer un processus d'échange, de gestion des solutions à niveau international. Mais c'est aussi important d'assurer que dans chaque pays, on va chercher de faire le maximum pour protéger la biodiversité de la Méditerranée. Je ne sais pas, comme expérience italienne, nous, on a 31 aires marines protégées, mais seulement, car on est un de plus, mais seulement 11 sont SPAMI, on rejoint 10. Car comme pays, on va chercher d'identifier les meilleurs, mais aussi qui vont mieux répondre à les objectifs de label SPAMI. Mais je crois qu'on est dans un très bon processus pour lequel la IUCN avec la Green List, c'est le bout final, mais qu'on n'a pas vraiment la nécessité de la rejoindre dans ce... Mais chercher d'assurer la couverture au niveau méditerranéen, surtout pour la côte ouest, est et sud. Merci. Merci, Leonardo. Tu as d'autres trucs? OK, rapidement, parce que j'aimerais passer aux recommandations. Le dernier commentaire, the last comment that is in the same subject by Milena Tempesta. She says there are many standards and many possibilities to evaluate the effectiveness of MPAs, but looking from the manager's side, why do they start this long journey to be listed? We need to better communicate with them the importance of the journey and not only to reach the label. I think that's a very good comment. And I think that both tools enables you to evaluate management effectiveness. If you apply the standard, I mean, you can apply the standard, and with Mouloud, who's an EAGLE evaluator, we were talking, you can apply the standard to develop your management plan. You don't need to apply the standards to reach a label. You can ask these questions to guide you. And similarly for SPAMI, and now that SPAMIs have to be SPAs first, which is a new thing, is there an opportunity for, getting more focus on some of these protection measures, evaluation of management effectiveness, because that's the core of what we're reaching. So I think there is scope for better collaboration. I mean, if both processes have not really went into depth into the other tool, I think there is scope for getting the managers, particularly those who have done both experiences, kind of come together and discuss what works in one and what works in the other, but also try to see how we can minimize burden on the managers. If you get your SPAMI in your candidate for the green list, then we will consider such and such and such indicators met. And then that gives you a boost to kind of complete the others. But I don't think we can discuss more in depth now. We have 15 minutes and I wanted to shift to the roadmap.
where, part of Suhaid, did you want to take the floor? I can see you. Do you want to respond later? Okay. Part of the purpose of these sessions is to try to give feedback and input to the roadmap. And in the roadmap, if you have these recommendations, when we looked at the roadmap, we saw that some of the recommendations were very much in detail of a management plan or very specific to capacity or twinning. And we thought that there may be a recommendation that goes beyond about how to enhance management effectiveness and apply tools and standards about management effectiveness that don't necessarily go through these recommendations. So I don't know if you have any inputs for that, Mouloud. Merci beaucoup, Iman. Le sujet est très intéressant et il y a beaucoup à dire, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Au même titre, les SPAMI que la liste verte, ils peuvent être utilisés en amont de la création. Ça, c'est la chose qui n'est pas visible dans le système. On peut l'utiliser en amont. Quand on est dans une phase de création d'une aire protégée, on mettra les 50 indicateurs et tous les indicateurs, autant de labels possibles, pas seulement la liste verte ou SPAMIS. Donc, on essaiera de se conformer et de mettre ça comme une feuille de route pour la création. Déjà, ça nous donnera une longueur d'avance et dès qu'on crée, on est déjà au standard. Et ça, c'est vraiment un outil extrêmement efficace que j'invite les gestionnaires ou les futurs gestionnaires ou les bureaux d'études qui font des travaux pareils, de s'appuyer sur ces standards pour qu'ils puissent avoir un guide. Et au final, on va standardiser l'approche de gestion partout en Méditerranée en s'appuyant sur les mêmes indicateurs. Donc ça, c'est important à rajouter et à adopter ces outils comme préalable à la création d'aires protégées. Merci. Voilà, ça déjà, c'est une très, très bonne recommandation. Et moi, je dirais qu'en plus des bureaux d'études, les bailleurs de fonds qui contractent les bureaux d'études de mettre ça dans les termes de référence. Merci, Imen. Je ne vais pas être très long. J'ai voulu juste ajouter, rappeler, j'ai oublié si Souha l'a dit ou pas. Nous avons été chargés par les parties contractantes pendant la dernière BNI. Ça va être présenté à la prochaine COP, le certificat du SPAMI. Donc, chaque SPAMI va avoir son certificat et il sera remis le jour du SPAMI Day. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que on est en train de faire les dernières retouches pour informatiser le système d'évaluation qui sera visible sur le site web et interconnecté à la plateforme, etc., de la biodiversité en Méditerranée, la MBP, et également à la plateforme des ASPIM. Donc, les gestionnaires ou les points focaux ou toute personne qui veut rentrer va trouver des informations sur la liste des ASPIM, les résultats, enfin, jusqu'à une certaine mesure, hein, les résultats des évaluations, ce qu'il y a dans chaque ASPIM, etc. Donc, je pense que c'est un processus qui s'améliore au fur et à mesure qu'on a un nombre critique, parce qu'on ne va pas accepter dès le départ des ASPIM, mais après on va se mettre à les éliminer. L'objectif, comme il a été dit par tout le monde, et particulièrement par Monsieur Tounisi, qui est parmi les plus anciens points focaux du CARSP et qui a contribué à la mise en place de tout ça. Donc, on peut dire que c'est un processus progressif qui s'améliore en fonction de la masse critique qu'il y a et qui a en fin de compte deux grands objectifs. Le premier, c'est d'arriver à protéger les habitats les plus représentatifs de la Méditerranée. On cherche toujours à ce qu'ils soient connectés, etc. Et le deuxième objectif, c'est de faire ce networking parce que comme vous connaissez, vous le savez, le nord et le sud et le gap qu'il y a, etc. Donc, notre objectif est
à la fin, maintenant, on a fait un projet pilote sur le twinning, le jumelage, qui va continuer maintenant. Il a trouvé beaucoup de succès. Bon, je remercie en passant l'Italie dans le cadre d'un accord bilatéral, le dernier biennium. Il a permis de faire cette expérience et on a vu, Seba a suivi un peu ce projet, on a vu l'intérêt des gestionnaires de pouvoir avoir cette opportunité de communiquer, de s'échanger, de partager les bonnes pratiques, etc. Ça nous a encouragés à élargir ce projet et le biennium prochain, on va avoir plusieurs financements qui se complètent pour élargir un peu cette approche, pour permettre d'améliorer la gestion et d'avoir les cas de succès partagés par tout le monde. Voilà, merci. Merci, Sirlil. Meher. Merci, Imen. Je suis maire Mahjoub de l'UCN Med. Je pense que l'occasion de la préparation et de l'adoption de cette feuille de route est une excellente opportunité pour nous pour rappeler un peu l'importance de ces outils tels que la liste verte et ASPI. Mais je pense qu'il faut ne pas être timide et dans les recommandations, inviter carrément les pays à adhérer à ces programmes, au programme de la liste verte et également à la SPIM, parce qu'en adhérant à ces programmes, le pays et le gestionnaire va ouvrir plusieurs fronts à la fois pour améliorer plusieurs composantes liées à son aire marine protégée. Et c'est vrai que si on voit la liste des recommandations, on voit la gouvernance, on voit la capacity building qui sont un peu répartis et d'une manière diffuse, quoi. Mais si on invite et on met un peu de pression positive, disons, et on met en valeur l'importance de ces outils à la mise en valeur et la mise à niveau un peu des aires marines protégées, je pense que les pays auront un peu plus de sensibilité et de conscience un peu sur l'importance de ces outils. Et je pense qu'un outil comme la liste verte, vraiment, pas uniquement sur la phase de certification, mais l'accompagnement pourrait avoir des retombées assez positives un peu à moyen et à long terme. Donc, ma recommandation, c'est d'être beaucoup plus clair sur les recommandations pour inviter les pays à adhérer à ces programmes. Merci, Meher. Mouloud, je veux juste voir si... je vais vous donner la parole à la fin pour, si ça te va, s'il y a quelque chose en ligne, sinon j'ai Mouloud et je vous donne la parole à la fin. Sabé? Non? Il n'y a rien? Ah, please. Il y a plein de choses en ligne. Donc, nous avons surtout des commentaires, pour ne pas être longue, des commentaires de Paolo Ruggieri encore, surtout pour mettre l'accent sur l'efficacité de gestion, qui est très importante l'objectif, en fait, de faire des évaluations, etc. Eric, qui nous parle de no-take zone et de targets, d'objectifs de 2% des no-take zones qu'on n'a pas atteint. Et ça, c'est plutôt... donc, son avis sur pourquoi faire des évaluations, pardon. Laure Debert qui a fait un commentaire pour parler d'interopérabilité entre les différentes méthodes d'évaluation, de l'efficacité de la gestion, gouvernance, planification, en créant des matrices de correspondance entre les outils, bien sûr, et tirer parti des travaux des différents réseaux. Donc, j'ai résumé pour ne pas être longue. Un save du chat pour qu'on l'ait avec le rapporteur pour formuler les recommandations. Mouloud, la dernière parole. Merci, Iman. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Mouloud Ben Abdi, je suis évaluateur Maghreb Eagle sur la liste verte. Et j'aimerais bien insister sur la possibilité de développer de la
des mesures incitatives aux ASPIM et aux sites labellisés, parce que franchement, jusqu'à maintenant, notamment pour la liste verte, mais également pour l'ASPIM, on sent que à part le prestige de l'ASPIM et les retombées sur la valeur du label lui-même, je pense que les bailleurs doivent prendre en considération qu'une réserve labellisée de l'un ou l'autre ou un autre label doit avoir plus de possibilités. Comme ça, les gens devront travailler encore plus, croire encore plus, parce que au final, tout le monde se dit, un gestionnaire a des challenges de gestion. Il se dit, en mettant du temps et de l'énergie dans un label, qu'est-ce qui va m'apporter? Et ça, je pense qu'il faut vraiment essayer, insister sur une recommandation, essayer de développer des mesures incitatives à l'encontre des aires protégées pour qu'ils puissent adhérer massivement à ces labels. Et merci. Merci Mouloud, une recommandation très directe. Donc, pour terminer, vu le temps que je sais que d'autres doivent prendre le bus et tout, Souhé et Jean-François, à vous la dernière parole. Test, test. Merci beaucoup. J'ai 2 commentaires et recommandations. Je commencerai par le deuxième. Pour répondre à Mouloud, pour vous donner un exemple sur ce lien entre donateurs et ASPIM, c'est-à-dire durant les 2-3 dernières années, par exemple, et le SPARAC ici étant membre, c'est ça, du Medfund, du Fonds de la Méditerranée pour les aires marines protégées, le Trust Fund, le fonds fiduciaire. On avait essayé aussi de souffler ça au sein des critères qui permettraient à des aires marines méditerranéennes d'accéder au Trust Fund, d'accéder à des subventions et à des financements du Trust Fund. Et on leur avait soufflé de mettre aussi les ASPIM, de prioriser les ASPIM, parce que les ASPIM ont une pression internationale, ont des évaluations périodiques tous les 6 ans et ont des standards de qualité à respecter sur le long terme. Donc, pourquoi pas ne pas leur donner un bonus de sélection? Donc, ça, c'est par exemple fait. Et les évaluateurs des dossiers qui font des demandes de subventions auprès du Medfund, il y a ça, par exemple. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les 2 côtés. Les pays se sont engagés pour avoir des aires marines de haute qualité et qui sont sur la durabilité. Et les bailleurs ont la garantie d'avoir un truc qui est protégé sur le long terme, comme quoi ils ne vont pas jeter leurs fonds dans l'eau, pour ainsi dire, dans la mer. Donc, c'est gagnant-gagnant et on essaiera de le faire avec d'autres bailleurs. Aussi, pour vous dire que les zones qui sont sur la liste grise, enfin sur la liste temporaire, il y a toujours un appel à ce moment-là pour dire allez-y, la coopération bilatérale de la Méditerranée, tous les autres bailleurs de fonds, allez-y, aidez-nous, aidez ceux-là à rester sur la liste. Il y a toujours un appel et dans les décision de la COP de Barcelone, de la Convention de Barcelone, il y a toujours ce genre d'appel à chaque fois qu'il y a des ASPIM en péril. Donc voilà. L'autre chose rapidement, c'est cette question d'efficacité de la gestion. L'idée existe au SPARAC. C'est-à-dire dans l'ancienne feuille de route sur les AMP de 2020, il y a une recommandation de développer un outil harmonisé pour la région pour évaluer l'efficacité de la gestion des aires marines et côtières protégées. Et nous, face à cette pléthore d'outils, tous les jours, l'IMET, j'en ai entendu parler il y a 2 semaines, le MET de l'UICN, le scorecard, l'outil de VVF et UCN aussi, mais qui a été développé juste la veille de la Green List. Maintenant, je pense qu'on a la Green List, qu'on a le MET, l'IMET, l'outil de VVF et UCN, et aussi l'ambition de la région à travers la Convention de Barcelone d'avoir cet outil. Donc, je me dis comme recommandation, mettre
mettons-nous tous autour de la table, essayons de mettre en place un outil qui capitalise tous ces outils et qui soit utile, facile pour les gestionnaires pour voir, pour évaluer leurs trucs. Tu as commencé tout à l'heure par dire bien, très bien, excellent. Je dirais même des fois passable, 10,5 sur 20 serait très bien pour être 10,05 serait très bien pour passer l'examen des aires marines protégées qui marche. À ce stade, au stade où on en est, dans le sud de l'Est notamment, je pense que visons le 10. Merci. Ouais, très, très rapidement, merci. Ouais. Je rebondis sur la proposition d'inciter les États davantage pour mettre en place la liste verte ou les ASPIM en Méditerranée, et sur le fait de pouvoir prendre aussi ces critères-là au moment de la création des aires protégées. Je fais le lien avec le Congrès mondial de la nature et avec les objectifs 30 by 30 qu'on souhaiterait voir intégrés dans le cadre stratégique post-2020 de la CBD. Donc aussi, on est sur des objectifs, ce sont des objectifs surfaciques, mais des objectifs aussi de qualité de la gestion. Donc, dans ces termes-là, s'appuyer sur les standards de la liste verte et sur les standards d'efficacité aussi en Méditerranée des ASPIM serait évidemment une plus-value. C'est peut-être pas à moi de faire cette recommandation-là, mais en tout cas, en Méditerranée, étant moi au comité français, mais en Méditerranée, effectivement, peut-être se rapprocher entre le CARASP, l'UICN Med, l'UICN France, l'Espagne, l'Italie, pour voir justement les correspondances, les matrices de correspondance entre les ASPIM et la liste verte. Et puis aussi, dans la mesure où on est aujourd'hui ici à Monaco, pour inciter les États, c'est une chose, pourquoi pas aussi identifier des sites qui pourraient passer la barre, entre guillemets, rapidement sur les premières phases de candidature. Et donc, ici à Monaco, on peut aussi identifier quelques AMP qui sont gérés par 3 États qui remporteraient là, donc, du coup, une grande surface labellisée liste verte ou dans un processus de candidature. Je répète, sur un objectif. On n'a pas d'aire marine protégée en haute mer. Enfin, en haute mer, en tout cas sur des eaux qui dépassent les eaux territoriales. Bon, vous m'avez compris, mais ça serait formidable de pouvoir parvenir à ça. Voilà. Parfait. Merci. Donc, voilà, pour moi, les ASPIM, ils ont pas mal de similarités avec les sites de patrimoine mondial. C'est comme si les sites de patrimoine mondial, mais en Méditerranée. Et on avait invité tous les sites de patrimoine mondial à être sur la Green List. Parce que si on veut vraiment protéger le patrimoine mondial et protéger la biodiversité d'intérêt, on a intérêt d'être effectif dans sa gestion et donc peut-être lancer une invitation à tous les ASPIM inscrits de se joindre à la Green List. On en a 2 seulement. Vous êtes Green List, vous n'êtes pas ASPIM. Peut-être on veut faire aussi le revers avec l'archipelago toscano. Mais ce serait peut-être une recommandation. De toutes les façons, je vous invite tous à plonger un peu plus dans le détail des critères ASPIM, des critères SPA et dans le standard de la liste verte, de bien voir comment ils peuvent vous servir. Et puis voilà, je pense qu'on aura un prochain rendez-vous pour continuer cette conversation qui ne fait que commencer. Je pense que le potentiel est là. On devrait vraiment rebondir sur l'opportunité. Et voilà, il est 10h30 passé. Merci à tous. Merci aussi à ceux qui sont en ligne de nous avoir rejoints. Et puis voilà, on pourrait quand même applaudir la session. Merci.